Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Bonjour à tous, n'hésitez pas donc en bas à droite dans le chat, à nous mettre un petit bonjour et d'où vous venez. Ça sera avec, plaisir qu'on lira vos messages. Donc justement en bas à droite, c'est là où tout se passe. Vous pouvez mettre là, vos messages entre vous et également les questions que vous voulez poser, à nos professionnels qui sont là, aujourd'hui, donc pour répondre à la question le myélome multiple et ses traitements. Donc on est très content de vous accueillir et je passe la parole à François Taureau. Bonjour, bonjour à tous. Je vais repasser tout de suite la parole à Audrey pour qu'elle explique comment ça va se passer et après je vous présenterai les intervenants. Voilà. Pour le chat, je pense qu'on est bon. C'est bon, c'est clair? Oui. Bon, d'accord, ok. Nous avons avec nous le docteur Stéphanie Harel et le docteur Alexis Talbot, tous les deux membres d'IFM et tous les deux hématologues à la PHP. Voilà. Qui vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, je ne sais pas, Laurent n'est toujours pas là, a priori. En principe, le président de la F3M aurait dû dire Il va arriver, un faut juste mot. qu'il active sa caméra et son micro, Laurent. Bon, Normalement, d'accord. j'ai fait un système D. Laurent, si tu nous entends, il faut juste que tu actives ta caméra et ton micro, s'il te plaît. Alors, en attendant, je vais expliquer comment ça va se passer. Ah voilà, on l'a. On l'a. Bon, alors. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Tout le monde t'entend. Voilà, excusez-moi, je restais discrètement derrière là aujourd'hui, mais voilà. Bonjour à tous. Simplement vous dire, moi, que je suis content d'être là, d'être là avec vous tous. Les RNM, maintenant ça devient une habitude qui a été prise il y a 5 ans avec le Covid. Il y a eu des bonnes choses dans le Covid, la preuve, les RNM, qui nous permettent de faire le point en mars, un milieu à 6 mois après la GNM, de refaire le point sur la situation. Avec toujours merci à Stéphanie et Alexis d'être là pour commenter les vidéos qui datent de 2024, pour les actualiser, puis répondre à toutes les questions qu'on va être, je suis sûr, qui vont être très nombreuses, comme d'habitude. Voilà, François et Audrey, je vous laisse mener de main de maître cette réunion avec Stéphanie et Alexis. Puis moi, je vais poser des questions si j'en ai. Voilà. Très bien. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci. Donc, comment ça va se passer? Donc, on va vous passer des petites vidéos qui durent 1 à 4 minutes, donc pour lancer un sujet, et ensuite nous passerons la parole à nos intervenants s'ils ont des commentaires à faire. Et puis, j'ai des questions toutes prêtes, mais si vous avez des questions à poser intéressantes en dehors de votre cas particulier, des questions qui peuvent intéresser tout le monde, vous les posez dans l'onglet, dans le chat, et donc il y a quelqu'un qui va nous les remettre, et je les poserai en direct à nos intervenants. Voilà. Le programme, c'est la chose suivante. On a comprendre le myélome. Donc, le myélome, c'est quoi? Ensuite, on a le diagnostic, les traitements des patients éligibles à l'autogreffe, les traitements des patients non éligibles à l'autogreffe, le traitement de la rechute et les nouvelles stratégies de traitement. Ça nous laisse à peu près une dizaine de minutes par sujet pour les commentaires et les questions. Voilà. Donc, on peut lancer la première vidéo.
Alors, le myélome multiple est une maladie maligne, donc cancéreuse de la moelle osseuse. Alors, la moelle osseuse, c'est un organe qui est à l'intérieur de l'os, qui est ce que j'appelle l'usine à globules, où sont fabriqués tous nos globules, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Et parmi les globules blancs, il y a différents types de globules blancs, et un particulièrement qui est concerné par la maladie qu'est le myélome multiple, c'est ce qu'on appelle les plasmocytes. C'est un globule blanc spécialisé dans la fabrication des anticorps, et ce globule blanc plasmocyte peut devenir tumoral, et lorsqu'il est tumoral, on appelle ça un myélome multiple. J'ai commencé d'abord par le mal de dos. Par la suite, j'ai senti les décharges électriques au niveau des jambes. Il y avait au niveau de la hanche, je ressentais beaucoup de mal. Le rhumatologue a suspecté que ça pouvait être une maladie d'hématologie. On m'a donc orienté là-bas et les résultats du bilan sanguin ont révélé que les protéines étaient élevées. J'avais de l'anémie. J'étais constamment fatiguée. Alors quand cette cellule est cancéreuse, comme toutes les cellules cancéreuses, elle se multiplie, elle prend des places dans la moelle osseuse et ça peut s'accompagner de baisse des globules, notamment de baisse des globules rouges, donc ce qu'on appelle l'anémie. Et puis cette cellule, comme sa fonction principale, c'est de fabriquer des anticorps, quand elle est tumorale, elle va fabriquer un excès d'anticorps qu'on va voir dans le sang et parfois dans les urines quand c'est des fragments d'anticorps. Et ces fragments d'anticorps qui peuvent passer dans les urines peuvent bloquer les reins, les voies urinaires et donner ce qu'on appelle une insuffisance rénale aiguë par blocage des petits tubes qui sont dans les reins et qui permettent d'éliminer les urines. Ça, c'est une complication aussi du myélome. Et puis, cette cellule aussi tumorale plasmocytaire, elle va avoir tendance à dérégler le fonctionnement osseux. Dans nos cellules osseuses, dans nos os, on a des cellules qui fabriquent de l'os, des cellules qu'on détruise. Et les cellules de myélome ont tendance à déséquilibrer cet équilibre entre fabrication et destruction d'os et à accélérer la destruction de l'os tout en ralentissant la production. Et ça donne des lésions osseuses qu'on appelle des lésions lytiques, c'est-à-dire des trous dans les os, qui peuvent être asymptomatiques, mais surtout s'accompagner d'une fragilité osseuse et donc de fractures vertébrales ou des membres qui peuvent être forcément douloureuses. Et puis, en accélérant la destruction de l'os, ça libère du calcium, parce que l'os est plein de calcium, donc on voit aussi souvent ce qu'on appelle une hypercalcémie. Alors on a découvert ma maladie un peu par hasard. J'étais fatiguée, j'avais un peu des douleurs un peu bizarres. J'avais des douleurs un peu partout quand je faisais des cours de gym ou du yoga ou autre chose, où je marchais. Mais je pensais qu'avec l'âge, j'avais des courbatures que je n'avais jamais eues avant. Mais le médecin a trouvé ça quand même assez bizarre. Et comme j'avais eu 2 ans avant une embolie un peu inexpliquée, elle m'a demandé d'aller passer un scanner du poumon pour vérifier l'état de mes poumons par sécurité. Le radiologue est venu me voir et m'a dit « Madame, l'état de vos poumons est stable, mais est-ce que vous savez que vous avez beaucoup de lésions osseuses sur la colonne vertébrale ?» Bon, là, j'ai compris tout de suite qu'il y avait autre chose et que c'était sûrement plus grave. Et donc, si on parle des symptômes, ou plutôt des manifestations liées au myélome, les principales, c'est celles que je vous ai citées, c'est-à-dire baisse des globules et principalement des globules rouges, l'insuffisance rénale, augmentation du calcium et lésions osseuses. Et on a un acronyme médical qui s'appelle l'acronyme CRAB pour citer ces 4 complications principales du myélome. Bien. Nos intervenants ont des commentaires sur la vidéo. Bonjour à tous déjà. Et bon, on peut peut-être prendre des questions parce que oui, on a plein de commentaires, mais d'accord. Ouais, il y a différentes façons de découvrir un myélome. La physiopathologie, elle est quand même assez commune à tous les patients, mais les symptômes, elles sont assez différents. Donc effectivement, c'est ce qu'on voit dans la vidéo. Mais sur cette partie de diagnostic, on peut peut-être prendre des questions si vous en avez. Alors, j'en ai une, moi, que j'avais préparée. Donc, on parle des critères CRAB. Pouvez-vous nous préciser l'importance de ces critères pour le diagnostic de la maladie ? Donc, en fait, il y a des formes. Donc, un myélome, c'est avoir comme le disait le docteur Olivier Decaux, avoir une cellule plasmocytaire qui devient tumorale dans la moelle osseuse. Il y a des patients qui ont des formes un peu indolentes et ces cellules plasmocytaires, elles sont certes pathologiques et anormales, mais elles ne prolifèrent pas. Il n'y a pas de symptômes associés à ces proliférations et du coup, il n'y a pas de nécessité de mise en place de traitement. Et les critères CRAB sont très importants
parce que c'est des critères qui nous permettent de décider si on met en route un traitement chez les patients, parce que là, quand on a un de ces 4 critères, ça signe vraiment que le myélome il est évolutif et que les cellules tumorales, elles prolifèrent et que vraiment, elles sont à l'origine de symptômes et que ça nécessite la mise en route de traitement. Donc, CRAB, il y a, en gros, je ne vous fais pas dans l'ordre, mais il y a l'anémie, parce que plus il y a de plasmocytes dans la moelle osseuse, plus ça gêne le fonctionnement de la moelle osseuse, donc du coup, les autres globules baissent. Voilà. Après, il y a les lésions osseuses, parce que c'est pareil, ces plasmocytes, ils vont grignoter la structure osseuse autour d'eux, et donc ça peut donner des fractures qui peuvent être très douloureuses. Et quand ça grignote, ça relargue du calcium, donc ça, c'est l'hypercalcémie. Et enfin, c'est l'insuffisance rénale, parce qu'il y a des protéines qui sont synthétisées par ces plasmocytes qui peuvent boucher les tubules rénaux. Et donc ça, c'est le 4e symptôme possible. Donc on peut en avoir un seul, on peut en avoir 2, on peut en avoir 3, on peut en avoir 4, malheureusement. Et donc, mais même avec un seul, ça nécessite une mise en route de traitement. Alors évidemment, on essaie de traiter les patients un peu plus tôt, ne pas attendre qu'ils aient des gros symptômes. Donc il y a des critères qui ont été développés pour essayer de les traiter juste avant qu'il y ait des symptômes, ne pas attendre ces symptômes-là. Normalement, il y avait une diapo, mais je vois qu'elle est blanche. Alors, bon, d'accord, elle a disparu. Donc, il y a une question qui a été posée concernant quelqu'un qui avait une forme. Voilà. Ma question, quand on a une forme indolente, évolutive et asymptomatique, peut-on espérer qu'une immunothérapie suffise? Éviter l'autogreffe. Alors bon, c'est plutôt dans les traitements, mais enfin bon. Je découvre le myélome, donc vu la question, oui, je pense. Merci d'avance. Alexis, on ne t'entend pas. Un problème de micro? Pourtant, ça marchait. Oui, peut-être. Est-ce que vous pouvez vous reconnecter, Dr Talbot, s'il vous plaît? Pourquoi il est... Ah ben, je pense qu'il a essayé de se reconnecter. C'est peut-être pour ça qu'il est figé. Est-ce que vous pouvez répondre, oui. Dr Harel, s'il vous plaît? En fait, la question, il y en a plusieurs en une. Donc, la question, premièrement, c'est quand est-ce qu'on traite et après, comment on traite. Mais je pense que la personne qui a posé cette question fait référence à des résultats très récents. Oui. De mise en route. En fait, il n'y a pas un seul myélome indolent. Il y a des critères qui nous font dire, voilà, là, c'est sur votre tableau, là, hein, il y a des gens qui ont juste un tout petit pic et vraiment qui est hyper stable dans le temps, avec très peu de plasmocytes dans la moelle et tout. Donc, ceux-là, c'est sûr, il ne faut pas les traiter là. La première colonne du tableau, les MGUS, on est tous d'accord, il n'y a rien à faire. Ça peut être vraiment, on peut vivre avec ça toute la vie sans aucun souci. Et là, on parle de ce stade intermédiaire, là, les myélomes asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de plasmocytes dans la moelle, un pic assez conséquent, et donc il y a un risque plus important de passer en stade de myélome symptomatique. Mais même dans les myélomes asymptomatiques, il y a plein de critères hyper compliqués pour dire il y a des patients qui peuvent rester longtemps asymptomatiques et d'autres, il y a un risque de développer un traitement de développer un problème symptomatique qui est important. Et donc, il y a plusieurs équipes qui cherchent à traiter ces patients-là le plus tôt possible. Et donc, il y a un résultat au Congrès américain l'année dernière avec une monothérapie juste avec un anticorps monoclonal. Pour l'instant, il n'y a pas avec des résultats, c'est vrai, assez encourageants. On voit bien que ces patients sous monothérapie par cet anticorps qui est du coup bien toléré, qui évite plein d'autres traitements, les patients, ils restent asymptomatiques plus longtemps. Ils se transforment quand même au bout d'un moment vers un myélome, mais beaucoup plus tardivement que ceux qui ne sont pas traités. Pour l'instant, en France, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Il n'y a pas d'accès à cette molécule dans cette indication pour l'instant. Et c'est vrai qu'il y avait déjà eu des essais comme ça. Et en fait, il y a plein de choses à discuter dans cet essai qui fait que il est peu probable que tout le monde traite, si c'est juste pour décaler le problème et après rendre résistant à cette molécule, c'est un sujet hyper complexe. En tout cas, en France, là, en 2025, il n'y a pas d'autorisation pour faire cette immunothérapie de façon isolée chez des myélomes asymptomatiques avec des critères qui nous font dire qu'ils vont peut-être évoluer plus tard. Donc, pour l'instant, on continue à attendre. Soit on traite avec toute la thérapie, soit on ne traite pas. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, donc excusez-moi des soucis informatiques, mais c'est réglé. Non, mais donc,
Je voulais en introduction dire aussi que, donc, effectivement, le Dr Harel et moi-même, on travaille tous les deux à l'hôpital Saint-Louis dans le même service d'immunohématologie où on s'occupe spécifiquement des patients qui ont des gamma-pathologies monoclonales et un myélome. Et on fait aussi partie de l'intergroupe francophone du myélome, donc l'IFM, qui est, comme son nom l'indique, l'intergroupe. Donc tous les médecins qui s'occupent du myélome qui appartiennent à ce groupe. On réfléchit tous ensemble à améliorer les traitements pour toutes ces différentes pathologies, notamment le myélome, pour vous montrer qu'il y a l'équivalent, donc l'AF3M très importante pour le côté patient, mais on a l'équivalent IFM côté médecin et on a la chance, notamment avec les différents présidents de l'AF3M, de collaborer très souvent ensemble. Et encore hier, il y avait une réunion entre l'IFM et la F3M pour aborder tous les aspects, toutes ces choses-là. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est sur les questions, bien sûr, de Karel et moi-même. On ne va pas pouvoir répondre à des questions trop précises, trop spécifiques à un patient donné. J'imagine que c'est des questions qui vous sont très, très chères, mais on peut pas, c'est pas une consultation, donc on ne pourra pas aborder. Il faut vraiment des questions très générales. Et encore une fois, si vous avez des questions très spécifiques, notez-les sur un papier. N'hésitez pas à les poser lors de ce rendez-vous important de consultation, puisqu'il faut bien sûr connaître votre dossier pour discuter de tel ou tel choix de traitement. Et comme on l'a abordé là sur ce point, sur le diagnostic, voilà, le myélome, c'est une maladie extrêmement hétérogène. Il y a les patients, là, vous voyez les deux premières cases, des patients qui ont une gamma-pathologie monoclonale qui est isolée, un pic qui est faible, peu de pourcentage de plasmocytes dans la moelle, et comme l'a dit le Dr Harel, pas de critères CRAB. Tous ces patients-là vont être surveillés régulièrement, il n'y a pas d'indication à faire des traitements. Et à contrario, dès qu'on a un signe CRAB, ou quelques anomalies sur les chaînes légères, quelques anomalies sur l'IRM, où il y avait une question ou un taux de pourcentage de plasmocytes dans la moelle qui est très élevé, supérieur à 60%, on pourra proposer uniquement pour ces patients-là un traitement. Donc chaque cas est un peu différent, même s'il y a des caractéristiques parfois communes entre l'anémie, l'insuffisance rénale ou les protéines dans les urines. Bon, chaque cas est différent. Et c'est ça qui est important à comprendre. Il y avait aussi une question sur les formes non sécrétantes, donc des patients qui ont en fait un diagnostic de myélome multiple sans que dans le sang, il y ait des quantités très importantes de pics monoclonales ou d'excès de chaînes légères. Il y avait une question pour comment on fait pour suivre ces patients-là. Souvent, le diagnostic il est fait lorsqu'il y a des lésions osseuses, donc le suivi se fera sur les lésions osseuses par un TEP scanner, si c'est le TEP scanner au début qui a montré les lésions, ou l'IRM, si c'est comme ça qui a été évalué. Donc, souvent, on évalue en fonction comment s'est présenté le malade au diagnostic, quelles étaient les lésions, et au cours du temps, c'est ce paramètre-là qu'on va suivre le plus. Merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions intéressantes, mais je les poserai au moment où on parlera du sujet. Il y a des questions concernant les traitements, etc. Donc, en son temps. Donc, j'ai une autre question. Y a-t-il des formes plus ou moins graves du myélome? Et pourquoi parle-t-on de myélome multiple? Ce sont des vieilles classifications, hein, enfin des vieux acronymes, myélome multiple, parce qu'il peut y avoir plusieurs lésions dans l'os, je pense, mais en fait, les stades, c'est plutôt sur l'évolution, c'est sur ce qu'on vient de dire, hein, en fait, avoir juste une gamma-pathologie monoclonale, avoir un myélome indolent avec beaucoup de plasmocytes dans la moelle, mais pas de symptômes, ou avoir des symptômes, les critères CRAB, et donc ça veut dire qu'il faut traiter. Voilà, et voilà. Et parmi les myélomes à traiter, c'est quand même, on vient de le dire, une maladie un peu hétérogène parce qu'on peut avoir tous les symptômes ou un seul. C'est pas des stades, mais il y a quelques facteurs pronostiques et beaucoup de patients savent qu'on regarde les chromosomes. En fait, quand on fait le myélogramme pour le diagnostic, on va analyser les plasmocytes et on va regarder les chromosomes des cellules de la maladie, des cellules du myélome, et on a quelques facteurs pronostiques sur les chromosomes. Voilà. Après, il y a quelques rares patients qui peuvent avoir d'autres facteurs pronostiques. J'ai vu passer une question sur les leucémies à plasmocytes. Donc, effectivement, c'est des myélomes un peu particuliers où il y a beaucoup de cellules tumorales et elles passent dans le sang. Donc, ça note une agressivité un peu particulière de la maladie. Merci. Malheureusement, encore aujourd'hui en 2025, on ne peut pas s'affranchir, on ne sait pas faire autrement que faire cette ponction dans la moelle osseuse, le myélogramme, pour faire le diagnostic et aussi étudier ces chromosomes. Donc, on essaye de réfléchir à d'autres stratégies, mais aujourd'hui, c'est vraiment l'examen de référence pour voir le pourcentage des plasmocytes et pour étudier les chromosomes. Et le multiple, ça vient souvent, on ne parle jamais de métastase dans
souvent les maladies du sang et pas dans le myélome, puisque la moelle osseuse, par définition, c'est un organe très, très vaste et qu'on retrouve dans les os classiquement plats. Et donc, parfois, il y a des patients à qui on fait le myélogramme au niveau des os iliaques, dans le bassin, et on retrouve aussi donc, les plasmocytes, quand ils sont dans le sternum, ils sont aussi dans tous les os. Donc, c'est pour ça qu'on dit multiples. Merci. Audrey, on va passer la deuxième vidéo sur le diagnostic. Les examens qui sont importants pour le diagnostic et le suivi du myélome multiple, c'est des examens sanguins et urinaires pour rechercher ce qu'on appelle le composant monoclonal, c'est-à-dire les anticorps ou les fragments d'anticorps monoclonaux fabriqués par la cellule tumorale. Les analyses médulaires pour rechercher le nombre de cellules tumorales dans la moelle. Et puis, on a aussi besoin d'examens pour rechercher les complications de la maladie. Et là, c'est très important d'aller chercher des lésions osseuses avec de l'imagerie, TEP, IRM ou scanner. Le myélome était ignoré dans mon pays. Je peux vous dire que j'ai traîné la maladie pendant 3 ans, sans toutefois que le myélome soit suspecté. J'ai passé des scanners et des IRM, un PET scan, et puis on m'a envoyé assez rapidement chez l'hématologue qui m'a fait un prélèvement de moelle osseuse et qui a commencé à m'expliquer ce qu'il en était. J'ignorais complètement le nom du myélome à ce moment-là. Le myélome multiple est une maladie cancéreuse qui touche les plasmocytes. Ces plasmocytes, c'est des globules blancs qui sont dans la moelle et quand ils sont normaux, leur fonction, c'est de fabriquer des anticorps. Et donc, quand un plasmocyte devient tumoral, il va se multiplier, fabriquer un excès d'un anticorps. On appelle ça un anticorps monoclonal. Et on va pouvoir détecter cet anticorps dans le sang à l'électrophorèse des protéines sous la forme d'un pic. Parfois, et le plus souvent, en plus de cet excès d'anticorps, il va y avoir des fragments d'anticorps. Les anticorps, c'est des protéines complexes. Et donc, on va avoir des fragments d'anticorps qu'on appelle des chaînes légères qu'on peut détecter dans le sang et dans les urines. Et on insiste là-dessus parce que ces protéines anticorps qu'on voit en excès dans le sang et dans les urines sont des marqueurs de la masse tumorale. C'est-à-dire que plus les cellules sont nombreuses dans la moelle et plus le pic ou les chaînes légères dans les urines vont avoir tendance à augmenter, et plus la masse tumorale, donc le nombre de cellules va diminuer, et plus le pic et les chaînes légères vont diminuer dans le sang. Donc pour nous, c'est un très bon marqueur d'évolution de la maladie pour suivre la progression, au contraire la réponse. Bien sûr, comme on parle de maladie de la moelle osseuse, à un moment, il faut aller vérifier dans la moelle ce qui se passe, donc faire des prélèvements médulaires, on appelle ça un myélogramme, on le fait au niveau du sternum ou au niveau du bassin, pour aller regarder dans la moelle la quantité de cellules anormales. Et pour faire un diagnostic de myélome, on a besoin d'avoir cette preuve qu'il y a des cellules tumorales dans la moelle. On peut être amené à le refaire au cours du temps pour évaluer la réponse de façon plus profonde que dans le sang ou dans les urines, notamment pour faire ce qu'on appelle la maladie résiduelle. Donc ça, c'est vraiment le sang, les urines et la moelle, c'est des éléments qui vont être importants au diagnostic, mais aussi pour suivre l'évolution de la maladie et la réponse au traitement. Et puis, il y a des examens qui sont très importants pour rechercher les complications de la maladie. Donc ça va être les examens de routine biologique, regarder s'il y a une baisse des globules rouges, une augmentation du calcium ou un problème de fonctionnement des reins. Et puis, comme une des complications importantes du myélome, c'est les lésions osseuses, on a besoin de faire des examens d'imagerie, que ce soit des scanners, des IRM ou des TEP scanners, pour aller rechercher des lésions osseuses de myélome et pouvoir les surveiller, parfois prévenir le risque de fracture. On a besoin d'avoir cet état des lieux de l'atteinte osseuse et on peut être amené à répéter comme ça les examens pour voir si les lésions osseuses progressent, peuvent expliquer des douleurs chez les patients. Bien, alors on avait déjà commenté plus ou moins avant la vidéo. J'ai une question de Sophie. Y a-t-il un impact au niveau du pronostic si le myélome est traité avant le début des symptômes? J'ai vu cette question, elle est très importante, il faut la préciser. Effectivement, je me suis dit que j'allais en parler. Voilà. Ouais, elle est hyper importante et on ne l'a pas bien expliqué, je pense. Et évidemment que non, puisqu'on vous dit qu'on attend chez certains patients avant de traiter. Et donc, si on le fait, c'est qu'on sait que ça n'impactera pas le pronostic et l'efficacité des traitements au moment où on mettra en route le traitement. C'est important de le dire, parce que parfois, ça peut être compliqué de se dire, mais attendez, j'ai une cellule qu'on me dit pré-tumorale et tout, pourquoi on ne la traite pas et tout. Donc, c'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on sait de ce genre de maladie. Et en fait, c'est vraiment hyper important. Quand on n'a pas encore un myélome actif, on peut rester en stade de myélome indolent pendant très longtemps.
Et au moment où ça peut ne pas bouger, et au moment où on devient un myélome actif, c'est pas parce qu'on a attendu que les traitements sont moins efficaces. Donc ça, c'est un message hyper important à faire passer. Et voilà, sinon, effectivement, on comprend pas pourquoi cette attente, et c'est souvent beaucoup, chez les patients qui ont un myélome indolent, c'est souvent parfois un peu compliqué de comprendre ça. Voilà. L'idée étant que quand c'est très stable et qu'il n'y a pas de maladie active, eh ben, on ne veut pas vous embêter avec les effets secondaires des traitements, alors que finalement, si les cellules ne bougent pas, que le pic ne bouge pas, qu'il n'y a pas de symptômes, bah, voilà, votre vie, elle est normale et tout, et donc, et ça peut rester comme ça longtemps. Voilà, et ça ne rend pas moins efficace les traitements au moment où on les met en route. A contrario, il ne faut pas attendre non plus trop d'avoir, évidemment, si vous êtes surveillé pour un myélome indolent, on sait qu'on arrive quand même moins grave que les patients qui n'étaient pas surveillés et qui arrivent directement au stade de myélome très symptomatique. Et évidemment que cette surveillance, elle doit quand même permettre d'éviter d'avoir des lésions osseuses très douloureuses, d'avoir une insuffisance rénale. Il faut agir quand même avant d'avoir des symptômes trop importants non plus. C'est un petit équilibre à trouver chez les myélomes indolents. Oui, je rebondis aussi sur une autre question qui était passée sur quelqu'un qui disait myélome indolent, mais qu'il a quand même des symptômes. Donc nous, quand on dit le terme symptôme, pour nous, c'est le myélome qui est responsable des symptômes. Et donc on peut avoir un myélome indolent, une asthénie, une fatigue pour d'autres raisons, des douleurs osseuses, des lésions osseuses, je ne sais pas, de l'arthrose, des tassements vertébraux, sur l'ostéoporose, sur d'autres. On ne dit pas que vous n'êtes pas symptomatique, mais on dit juste que ce n'est pas le myélome ou la gammapathie myoclonale qui est responsable de ces symptômes. Et donc, il n'y aurait pas d'intérêt de les traiter, mais effectivement, il peut y avoir des symptômes autres non liés au myélome. C'est ça qui est difficile parfois à interpréter. On a une question de Nathalie qui rejoint un peu ce que vous dites. Est-ce qu'un myélome actif a d'abord été indolent ou pas du tout? Une très bonne question. Parce qu'il y a plein de patients qui arrivent à nous au stade de myélome actif et on ne sait pas, on n'a pas récupéré, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, mais il y a eu des études, en particulier chez les soldats américains, et on a beaucoup des myélomes, en fait, quand on récupère une prise de sang avant, avait une petite anomalie sur l'électrophorèse. J'anticipe un peu la question parce qu'elle a été posée au GNM. Ce n'est pas une raison pour aller proposer un dépistage de masse, à faire des électrophorèses à tout le monde, à toute la population. Voilà, c'est pas en termes de. Je sais que ça aussi c'est un peu compliqué à comprendre, mais en termes de santé publique, il n'y aurait pas de bénéfice à aller créer, à aller faire des électrophorèses à tout le monde. On dépisterait des gammapathies monoclonales chez des patients qui vont très bien et qui ne bougeront jamais. Ça crée du stress, ça crée de l'angoisse. Donc oui, probablement qu'il y a une phase de pré-myélome chez tout le monde qui est plus ou moins rapide. Ça, c'est impossible de le savoir. Il y a des patients qui vont rester en pré-myélome longtemps, d'autres chez qui ça va évoluer très rapidement. Mais c'est comme ça et il n'y a pas de... voilà. Après, ce qu'il faut raccourcir, c'est à partir du moment où il y a un symptôme, une douleur osseuse par exemple, c'est vrai que là, pour le coup, il faut éduquer à faire des électrophorèses rapidement. Mais chez les patients asymptomatiques tout venant, il n'y a pas à organiser de dépistage de masse. Ce n'est pas comme le cancer du côlon, ou du sein ou de la prostate. Merci. Bon, alors il y a des questions auxquelles on a déjà répondu, mais donc... alors, on va peut-être passer, je vois le temps qui tourne, on va passer au traitement des personnes éligibles à l'autogreffe. Audrey ? Alors, en France, aujourd'hui, on propose l'autogreffe chez les patients chez qui on découvre un myélome multiple jusqu'à l'âge de 65-70 ans. Le traitement chez les patients à qui on va proposer une autogreffe commence par ce qu'on appelle le traitement d'induction, qui aujourd'hui comporte 4 drogues. On associe un anticorps monoclonal anti-CD38, le daratumumab, en association avec le Velcadre, le Revlimid et puis la cortisone, la dexaméthasone. Pendant cette première phase, on va devoir récupérer les cellules souches pour pouvoir faire cette autogreffe. Il y a ce qu'on appelle l'aphérèse, c'est-à-dire on reste auprès d'une machine pendant quelques heures qui va permettre de récupérer les cellules souches qui circulent dans le sang et elles seront congelées. Et ensuite, on pourra faire cette procédure d'autogreffe, qui est une hospitalisation qui dure entre 15 jours et 3 semaines le plus souvent.
où les patients vont recevoir le traitement actif contre la maladie, qui est une chimiothérapie, le melphalan, qu'on donne à bonne dose. Et pour limiter la baisse prolongée des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes suite à cette chimiothérapie, eh bien on réinjecte, souvent 48 heures après la chimiothérapie, les cellules souches qu'on aura préalablement décongelées, puis réinjectées par transfusion sanguine. Alors, le traitement proposé était le VRD, c'est Velcade, Revlimid, dexaméthasone. Et ensuite, en janvier, j'ai donc fait l'autogreffe. Au cours de l'autogreffe, je n'ai pas eu d'effet secondaire, quelques nausées, quelques légères diarrhées, rien de plus. Alors, comment j'ai vécu l'autogreffe ? Bien sûr, c'est toujours quelque chose qui fait peur quand on ne sait pas ce que c'est. Et en plus, on était en période Covid, donc j'avais vraiment interdiction complète d'aller à l'hôpital. Donc, j'ai pu l'appeler régulièrement, je l'appelais 1 ou 2 fois par jour, mais comme en plus c'est quelqu'un qui ne se plaint pas, qui n'a pas eu trop de problèmes, enfin comme il l'a dit, d'effets secondaires, si j'avais pas eu à côté un peu un déroulé de ce qui allait arriver, j'aurais été un peu perdue. Donc grâce à ce que je comprenais et grâce au fait que je sentais quand même à travers ce qu'il me disait que ça se passait bien, et ben voilà. J'avais confiance. Et ensuite, eh bien, le patient reste le plus souvent hospitalisé pendant la période d'aplasie, pendant laquelle les globules sont bas, les globules blancs. Et puis, lorsqu'au bout de entre 10 et 13 jours, on voit remonter les globules blancs, eh bien, le patient peut à ce moment-là rentrer à domicile. Aujourd'hui, donc, au mois de janvier, j'étais en rémission totale. J'ai un traitement de confort avec chaque mois des piqûres pour la reconstruction osseuse. Qui se termineront en décembre, et puis ensuite un traitement jusqu'au bout de 3 ans, et normalement au bout de 3 ans je n'aurai plus rien. Et ensuite les étapes qui suivent, c'est le plus souvent un traitement de consolidation qui reprend les traitements d'induction pour 2 cycles complémentaires le plus souvent, et ensuite c'est ce qu'on appelle le traitement de maintenance avec juste aujourd'hui un traitement par voie orale seul, le Revlimid ou l'énalidomide, qu'on donne à plus faible dose que la dose reçue pendant le traitement d'induction, pendant une durée d'au moins 3 ans si la tolérance est bonne. Des commentaires de nos intervenants? Donc, vous avez vu différents intervenants, là, notamment le professeur Touzeau à Nantes. Et donc, vraiment, il y a une réflexion et c'est des essais cliniques menés sur les 30 dernières années qui ont permis d'élaborer le traitement qui est proposé en première ligne pour les sujets qu'on appelle entre nous terme médical éligible à l'autogreffe, donc jeunes ou en forme. C'est-à-dire qu'on pense que ces patients-là, en dessous de 65-70 ans, selon leur comorbidité, donc les comorbidités, c'est les antécédents avant le diagnostic de myélome, mais c'est surtout la fonction des gros organes vitaux, la fonction cardiaque, la fonction pulmonaire, la fonction rénale, et de savoir s'ils vont pouvoir supporter ou pas cette phase qui reste une phase un peu difficile, compliquée de l'autogreffe, comme l'a bien expliqué le professeur Touzeau, où, brièvement, je rappelle, l'intérêt de l'autogreffe, ce n'est pas les cellules qui sont réinjectées, c'est vraiment la forte dose d'une chimiothérapie qui va faire baisser à coup sûr tous les globules de la moelle et du sang, donc les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs. Et pour limiter les complications, notamment infectieuses, de cette aplasie, de cette baisse des globules, on réinjecte les cellules souches du patient pour que les globules remontent rapidement. Et donc ça demande 3 à 4 semaines d'hospitalisation avec des risques de faire des infections, de la fièvre assez sévères et des douleurs au niveau de la bouche, parce qu'il y a tout le système immunitaire qui est très altéré, de la mucite, des douleurs dans la bouche et aussi beaucoup de diarrhée. Donc ça, malgré tout ce que je viens de dire, ça reste encore en 2025 le traitement standard qui est proposé avec les traitements avant, après, donc induction, autogreffe, consolidation et entretien. Et pour mettre les pieds dans le plat à une des questions qui est revenue, malheureusement encore en 2025, on considère qu'on n'est pas capable de guérir, c'est pas une maladie qu'on sait, c'est pas curable encore aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que le traitement de première ligne, la première fois qu'on donne un traitement, on essaye de donner le traitement le plus fort possible en associant, en cumulant toutes ces thérapies différentes, un immunomodulateur, un inhibiteur du protéasome, de la cortisone et un anticorps monoclonal anti-CD38. Donc c'est vraiment
cette stratégie vraiment sur les essais cliniques auxquels peut-être certains d'entre vous ont participé sur les 30 dernières années. Et d'année en année, on essaye d'avoir cette réflexion, de savoir comment on pourrait améliorer ce traitement de première ligne. Merci. D'ailleurs, j'en profite, je rebondis parce qu'il y a plein de questions qui passent, donc on va essayer d'y répondre, mais on en parlera au moment des rechutes. Évidemment, qu'il y a eu des gros progrès dans l'immunothérapie, et donc tout le monde se demande si on peut se passer. Il y a des questions sur peut-on se passer de l'autogreffe. Pour l'instant, en 2025, en dehors d'un essai thérapeutique, c'est le traitement de référence. C'est avec cet ensemble qu'on vous a montré là, de DARA-VRD, autogreffe DARA-VRD et Revlimid d'entretien, qu'on a les meilleurs chiffres de taux de rémission et de longueur de rémission qui sont vraiment... alors, évidemment, c'est un médecin qui parle, donc c'est toujours trop court pour vous et j'espère qu'on pourra faire encore mieux, mais qui dure vraiment, cette durée de première rémission, elle est vraiment de plus en plus longue et c'est là où on a quand même fait des progrès, même si, évidemment, malheureusement, on ne peut pas parler de guérison en 2025, mais là où on a fait des progrès, c'est que les rémissions, elles sont de plus en plus longues, elles durent vraiment longtemps et en plus, comme on a d'autres molécules à proposer au moment des rechutes, et ben, la deuxième rémission, elle va être aussi très longue, la troisième, etc., etc. Et donc, on a quand même fait beaucoup de progrès. Mais juste pour en revenir, oui, là, actuellement, en 2025, en dehors d'un essai thérapeutique, et l'autogreffe chez les patients éligibles reste le traitement de référence et on continue tous à proposer l'autogreffe en première ligne aux patients qui sont, encore une fois, éligibles. Merci. Et j'en profite aussi parce qu'il y avait des questions sur la neuropathie. Alors, il y a plusieurs causes de neuropathie, mais le Velcade est le médicament qui potentiellement peut donner beaucoup de neuropathie. Sauf que maintenant, on a appris à le manier. Donc, quand même, ça donne de moins en moins de neuropathie. Parce qu'avant, on le faisait 2 fois par semaine. Et maintenant, on est très nombreux à ne plus faire ça et à faire du Velcade 1 fois par semaine. Et grâce à ça, on a quand même beaucoup, beaucoup moins de patients qui ont une neuropathie, qui est un symptôme qui peut être extrêmement invalidant et ça, on sait bien que ça peut gréver la qualité de vie de façon importante. Mais voilà, donc après, il y a d'autres causes de neuropathie associées au pic, mais c'est des maladies plutôt rares. Je ne suis pas sûre que là, ça soit le lieu, mais le Velcade était un gros pourvoyeur de neuropathie, mais c'est un médicament efficace. Et donc maintenant qu'on l'administre mieux, c'est clairement moins un problème. Mais il y a des patients qui l'ont reçu de l'ancienne façon et qui, malheureusement, souffrent des séquelles de cette neuropathie. Donc, il faut être pris en charge par des centres spécialisés de prise en charge de la douleur, etc. etc. Ouais. Merci. Oui, donc, c'est effectivement, il y a eu plusieurs questions sur le sujet. Il y avait une question aussi de Annie. À partir de quand peut-on arrêter l'énantinomide, c'est-à-dire le Revlimid, quand on est en rémission complète? Donc là, le protocole qui a été proposé et qui a été annoncé, c'est celui qui est établi en France. On le propose pour une durée de 3 ans. Dans le traitement d'entretien, donc une dose qui est plus faible en général, autour de 10 mg. Et donc classiquement, après 3 ans, en théorie, on arrête le traitement. Après, voilà, c'est des décisions vraiment médicales au cas par cas, mais c'est ça le protocole. Il y avait une petite question sur le recueil des cellules souches. Effectivement, ça c'est un peu complexe, mais donc on a dit que les cellules de la moelle osseuse, elles sont par définition dans la moelle osseuse, et donc il y a des médicaments pour libérer les cellules de la moelle osseuse, pour les faire passer dans le sang, pour qu'on puisse les recueillir, souvent dans une cytaphérèse, dans des laboratoires spécialisés. Donc en règle générale, en cumulant les injections de facteurs de croissance qui stimulent la production des globules blancs et en injectant un médicament qui libère les cellules de la moelle osseuse pour les faire passer dans le sang, en règle générale, on arrive à recueillir ces cellules souches. Ça arrive parfois qu'on ait des difficultés ou que ça ne soit pas possible. Et dans ce cas-là, on fait les traitements sans l'autogreffe, mais en général, on y arrive. Moi, je voudrais revenir, il y a des questions sur ce qu'on appelle la rémission. Je me permets, j'ai remis une diapo, c'est vrai qu'il y a différents niveaux de rémission. Hein. Donc, en fait, vous avez vos cellules, vos plasmocytes dans la moelle, qui sont les cellules à éliminer. Elles fabriquent un pic monoclonal, on n'en a peut-être pas parlé au début, donc je vais remettre l'électrophorèse. Chez certains patients, elles fabriquent un pic monoclonal. C'est la situation la plus fréquente. Donc, ce que vous voyez sur votre électrophorèse, là, le pic, c'est le produit de fabrication des plasmocytes. Donc, il y a le plasmocyte dans la moelle osseuse, il fabrique l'anticorps, et l'anticorps, on le voit sur la prise de sang. Donc, ça, c'est la situation la plus fréquente. Il y a quelques patients qui ne fabriquent pas un anticorps entier, donc on ne le voit pas sur l'électrophorèse,
mais qui fabriquent qu'un petit bout qui s'appelle les chaînes légères. Mais donc, on peut se servir des chaînes légères pour suivre la maladie. Et il y a le cas très rare, mais que Alexis Talbot a déjà abordé, des patients non sécrétants. Mais donc, la situation la plus fréquente, c'est d'avoir ce pic. Et ce pic-là, c'est un très bon reflet de la masse de cellules de la maladie. Et donc, pour suivre l'évolution, on refait des électrophorèses et on regarde que le pic baisse. Et après, effectivement, on peut remettre l'autre diapo avec les rémissions. Je ne sais pas où elle est. Et donc, il y a différents niveaux de rémission. Voilà, merci beaucoup. Rémission partielle, il faut que le pic il ait baissé de 50%. Ça, c'est important de l'obtenir quand même, vraiment. Après, très bonne rémission partielle, le pic, il a diminué de 90%. Donc ça, c'est pour nous, cliniciens, à l'heure actuelle, en 2025. Je vais vous expliquer, on a des techniques plus précises, mais ça, c'est déjà un excellent résultat. Je sais, et c'est normal que tout le monde est accroché à faire disparaître son pic, mais déjà, s'il a diminué de 90% et qu'après, il reste stable, c'est un super résultat. Vous pouvez rester avec votre petit pic là, comme ça, pendant des années. Donc, on va vous parler d'essayer d'obtenir une rémission la meilleure possible, etc., avec des nouvelles molécules. Mais déjà, faire baisser son pic de plus de 90%, c'est quand même vraiment un très bon résultat. Après, c'est par rapport aux chiffres du début du diagnostic, du début du traitement ou de la rechute. Et après, il faut qu'il baisse. La réponse complète, c'est qu'il n'y a plus de pic. Et après, on peut aller faire des examens plus précis parce qu'en fait, quand le pic a disparu, c'est qu'on a éliminé un pourcentage important de plasmocytes de la moelle, mais probablement qu'il en reste encore un peu, d'où le fait qu'on n'arrive pas à guérir et qu'il y a des rechutes parce que même quand le pic a disparu, ça veut dire qu'il reste des mauvais plasmocytes dans la moelle osseuse. Et pour ceux qui ont participé surtout à des protocoles, parce qu'on ne le fait pas en pratique de tous les jours, il y a moyen, par des moyens encore plus précis, d'aller ponctionner la moelle et d'aller quantifier le nombre de plasmocytes qui restent et pour voir si la rémission elle est vraiment encore mieux que faire disparaître le pic. Mais tout ça, pour l'instant, c'est du domaine de la recherche. Donc, c'est pour ça que les patients dans les protocoles, ils ont énormément de myélogrammes. Ceux qui n'ont pas de protocole, ils ont moins de myélogrammes. Ils en ont plein de diagnostics. Et après, encore une fois, on se sert de l'électrophorèse pour décider, pour voir le niveau de rémission. Et voilà. Et donc, 90% de diminution du pic, c'est très bien. Quand ça disparaît complètement, c'est bien aussi. Voilà. C'est ça les différents. C'est pour ça qu'on parle de rémission. Mais encore une fois, avoir un pic qui a disparu, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que vous êtes guéri, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on parle de ce risque de rechute, parce qu'il peut rester des plasmocytes de la maladie cachés dans la moelle qu'on n'arrive pas à les détruire avec les traitements. Merci. Il y a d'autres questions. Concernant non, après enfin il y a d'autres questions, mais il y en a qui concernent les traitements. Est-ce que le melphalan donc peut entraîner des fibroses cardiaques, une des toutes dernières. Donc c'est pas un effet secondaire classique. Donc, par contre, s'il y a déjà des antécédents cardiaques, s'il y a une insuffisance cardiaque, des difficultés respiratoires, ça serait des raisons pour lesquelles on proposerait parfois de ne pas faire l'autogreffe. Mais non, il n'y a pas de fibrose cardiaque décrite fréquemment après l'autogreffe. Et donc, il y a à peu près entre 5 et 7 000 nouveaux diagnostics par an, tous myélomes confondus. Et donc, il y a plusieurs milliers d'autogreffes qui sont réalisés en France donc, maintenant, depuis 1986. Donc, maintenant, il y a un bon recul sur ce protocole. Et juste, du coup, pour en revenir, en fait, la durée du Revlimid d'entretien, elle ne dépend pas du niveau de rémission. C'est 3 ans. Alors, sauf si, évidemment, avant votre myélome rechute, bon là on change de traitement, mais que vous soyez en réponse partielle, très bonne réponse partielle ou rémission complète, chez les patients qui ont eu une autogreffe, la durée du Revlimid d'entretien c'est 3 ans. Chez les patients qui n'ont pas eu d'autogreffe, on le verra après, c'est plus longtemps, on va y revenir. Je propose justement de passer aux patients qui ne peuvent pas avoir d'autogreffe. Je n'étais pas éligible à l'autogreffe pour une double raison. D'une part, mon âge, j'avais à l'époque 76 ans, et à cause des antécédents médicaux qui étaient les miens,
Alors, mes effets secondaires à moi sont peut-être plutôt très secondaires par rapport aux autres, c'est-à-dire que ce que j'ai le plus ressenti, bon, bien sûr, il y a la fatigue, c'est le basique. J'avais en plus un taux d'hémoglobine qui était très très bas à l'époque. J'avais une carence en fer qu'on ne pouvait pas compenser parce qu'on avait peur qu'il y ait des incidences et des interférences entre des injections de fer et le traitement qui m'était proposé. Donc j'ai eu cette fatigue, mais sinon pour moi le plus gros inconvénient en tant qu'effet secondaire que j'ai ressenti, c'est la disparition du goût. Oui, alors il y a pas mal de nouveautés et d'avancées pour ces patients non éligibles à autogreffe. Ce que l'on retient aujourd'hui, c'est qu'on divise un peu la population des sujets âgés en deux. Donc c'est les patients qui ont globalement plus de 65 à 70 ans. Et on les divise en deux groupes, ceux qui sont les plus jeunes de cette population-là et les plus en forme, et ceux qui sont un peu plus âgés et peut-être un peu plus fragiles. Et pour ces patients-là, on a la combinaison de l'anti-CD38, lénalidomide, dexaméthasone, qui est le standard aujourd'hui, et qui permet d'obtenir de très bonnes efficacités avec une tolérance tout à fait remarquable. Maintenant, je peux marcher 5 km et il y a 3 ans, je n'ai pas pu marcher 50 mètres vraiment. Et je suis très content parce que je ne suis pas prêt de baisser mes bras. Lise n'a pas bénéficié de l'autogreffe et nous on a pris ça vraiment comme quelque chose de positif parce que ça voulait dire qu'elle pouvait s'en passer. Alors peut-être que l'âge y faisait, mais je pense qu'aujourd'hui on ne le regrette pas. Ça a été l'apport des dernières études. On voit qu'un traitement qui combine 4 médicaments, l'anti-CD38, le bortezomib, le lénalidomide et la dexaméthasone, est bien toléré chez ces patients plus jeunes et en bonne forme et plus efficace que la combinaison à 3 médicaments. Donc ça va s'inscrire comme un nouveau standard de traitement pour cette population-là. Bien, vous avez des commentaires? Docteur Harel ou Docteur Tabou? Donc voilà, donc là on passe chez les patients qui ne sont pas éligibles à l'autogreffe. Oui. Et donc il y a eu beaucoup il y a eu des modifications cette année parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties parce qu'on essaye, on traitait les patients par une triplette avec un anticorps, le daratumumab, le Revlimid et des corticoïdes. Et ça, c'était déjà grâce à un essai français, donc on était assez fiers avec d'excellents résultats. Mais comme on veut toujours faire mieux, du coup, cette année, il y a pas mal d'actualités chez les patients qui n'étaient pas éligibles à l'autogreffe. Et déjà, du coup, maintenant, comme l'a dit le professeur Salomon-Magnier, on va essayer de peaufiner et de faire du traitement encore plus personnalisé et de voir les patients qui sont certes pas éligibles à la greffe, mais qui ont un âge qui permet qu'on renforce les traitements, et les patients qui sont vraiment très fragiles, pour qui renforcer les traitements, on ferait plus de mal que de bien. Donc, on va peut-être commencer par eux, parce qu'on n'en parle pas dans la vidéo, et puis en plus, il y a eu des questions là-dessus. C'est les patients vraiment fragiles, plus de 80 ans, ou avec beaucoup d'antécédents. C'est chez ces malades-là, on va partir de cette triplette-là, le daratumumab, le lénalidomide et la dexaméthasone. Et l'idée, c'est qu'on a eu des résultats qui montrent qu'en fait, on peut enlever très rapidement ces corticoïdes. Et j'ai vu passer une question là-dessus tout à l'heure. En fait, les corticoïdes, c'est un traitement historique du myélome qui marche très bien à la phase aiguë de la maladie, quand on a des douleurs, quand on a le rein qui ne marche pas bien, comme ça diminue beaucoup l'inflammation autour des cellules tumorales. Du coup, ça peut soulager très rapidement les patients. Mais je pense que tous les gens qui sont traités, qui nous écoutent, savent qu'il y a quand même des effets secondaires majeurs de ces corticoïdes à forte dose qu'on donne une fois par semaine. Ça énerve, c'est vraiment assez désagréable. Après, on est fatigué. Et en fait, autant c'était un médicament majeur quand on avait des traitements qui marchaient moins bien. Maintenant qu'on a des médicaments de plus en plus efficaces, et c'est quand même ça le message principal de la journée, le daratumumab, le Revlimid, et on voit qu'il faut continuer à les donner à la phase très aiguë de la maladie. Encore une fois, ça diminue les douleurs, c'est vraiment un médicament important, mais en fait, on peut l'arrêter très vite. Et donc, le professeur Salomon-Magnier, là, je pense qu'en termes de timing, c'était après les vidéos, il a montré que chez les patients vraiment fragiles, on pouvait arrêter les corticoïdes au bout de 2 cures.
ce qui est quand même une super nouvelle. Et donc, continuer avec que le daratumumab et le lénaludomide sur le long cours. Voilà, donc ça, c'est une des nouveautés. Et en fait, ce qu'on a prouvé chez les patients très âgés, c'est vrai qu'on le fait aussi chez les patients plus jeunes. Alors, peut-être pas à 2 cures, on attend un peu plus, mais c'est un des premiers médicaments qu'on arrête pour problème de tolérance, c'est ces corticoïdes à forte dose qui, encore une fois, peuvent être très utiles au début, mais qui, sur le long terme, ont beaucoup d'effets secondaires. Ça, c'est le début. Et alors, il y a beaucoup de questions encore. Peut-être je termine sur les patients très âgés. Je laisserai Alexis parler des patients entre deux. C'est combien de temps on laisse le lénaludomide et le daratumumab? Et dans les études, c'est jusqu'à la rechute. Donc, si la rechute, elle est très longtemps après, ça nous pose tous des questions à vous, à nous. Quand est-ce que vraiment il faut le durer 4, 5, 6 ans? C'est tout ce que je souhaite à tout le monde, d'avoir des rémissions de 6, 7 ans. C'est beaucoup guidé par la tolérance. C'est vrai que le daratumumab, globalement, vous savez, c'est les grosses injections sous-cutanées, c'est quand même très, très bien toléré. Et le lénaludomide, par contre, au bout d'un moment, il y a quand même des effets secondaires, la diarrhée, des problèmes autres, des problèmes de goût. Il y a quelqu'un dans la vidéo qui en parlait. Ça touche beaucoup moins de monde. La diarrhée, c'est très fréquent. Les problèmes de goût, c'est moins fréquent. Mais les pauvres patients qui ont ça, c'est quand même assez pénible. Et là, c'est un dialogue avec votre hématologue. En tout cas, les recommandations, c'est de le garder le plus longtemps possible si vous n'avez pas eu d'autogreffe, tant que vous êtes en rémission et si vous le supportez bien. Finalement, c'est toujours mieux qu'avoir une rechute de son myélome. Donc, il faut essayer de le garder le plus longtemps possible. Vraiment, voilà. En tout cas, c'est à l'état actuel des connaissances, c'est ça. Donc effectivement, là le monsieur il disait qu'il n'était pas éligible à l'autogreffe. C'est pas qu'il n'est pas éligible à l'autogreffe, c'est qu'on pense que faire cette forte dose de chimiothérapie est risquée, serait dangereuse pour sa santé, parce que forcément le système immunitaire et l'ensemble du corps à 75-80 ans, il n'est pas aussi en forme qu'à 50 ans, qu'à 60 ans. Donc en fait, c'est qu'on pense qu'il y a un risque trop important de faire d'une grosse infection un choc septique et de ne pas être capable de récupérer de cette autogreffe. Donc c'est pour ça qu'on ne la propose pas. Mais en fait, là, fin 2024, début 2025, le traitement qui est proposé, le traitement de fond, l'association de 4 médicaments, c'est le même qu'on propose aux sujets jeunes éligibles à l'autogreffe, avec l'association d'un anticorps monoclonal anti-CD38. Il y en a 2 disponibles. On cite le daratumumab, on peut citer l'isatuximab, j'ai vu que quelqu'un en parlait. L'isatuximab, il est sous forme intraveineuse et on espère bientôt une forme sous-cutanée disponible. Le Velcade, et donc avant il y avait le melphalan, mais maintenant qu'on a remplacé par le Revlimid et de la cortisone sur une durée qu'on peut réduire, comme l'a dit le docteur Harel. Je voudrais juste revenir sur le Velcade. Les gens ne connaissent pas la neuropathie ou ce terme. La neuropathie, qui est un effet secondaire classique du Velcade, c'est des douleurs, des picotements, des fourmillements au bout, sur les extrémités des membres, surtout, ça commence classiquement au bout des pieds, voire le bout des mains, et ça peut remonter petit à petit, ça peut s'aggraver. Donc c'est pour ça que c'est important de le mentionner rapidement, puisqu'on sait gérer aujourd'hui ces neuropathies, et on sait gérer en tout cas l'utilisation du Velcade, qu'on sait qu'on pourra ne pas poursuivre des années et des années, donc c'est limité dans le temps. Donc généralement, on donne 4 médicaments associés, puis uniquement après 3 par la suite, voire l'arrêt des corticoïdes, donc il resterait sur une longue période que le daratumumab et le Revlimid. Et donc la neuropathie, une fois qu'elle est installée, soit on diminue la dose de Velcade, soit on espace les injections, soit on l'arrête. Mais il y a des traitements spécifiques. Souvent, il faut avoir recours parfois dans certains centres les centres de la douleur pour gérer ces douleurs neurologiques qui sont assez difficiles à manier. Ce n'est pas des traitements antalgiques comme le Doliprane classiquement qui peut être efficace. C'est parfois des traitements qu'on donne dans l'épilepsie ou dans certaines formes de dépression. Donc on combine on teste différents médicaments, voire d'autres techniques pour améliorer ces douleurs qui, une fois qu'elles sont installées, il y avait une question, ça peut s'améliorer au cours du temps, mais parfois il reste un petit fond, soit de sensations particulières, soit d'endormissement du bout des pieds, par exemple. Donc c'est vrai que c'est un effet classique. Généralement, on pose la question systématiquement en hôpital de jour avant de faire ces injections, et c'est quelque chose qu'il faut très rapidement évoquer auprès de son hématologue. Et donc, on rajoute du Velcade aux patients entre 70 et 80 ans. Et encore une fois, si on le fait, c'est aussi parce qu'on le fait en hebdomadaire et qu'il y a beaucoup moins de neuropathie. Le but étant de ne pas gréver la qualité de vie des patients. Voilà. Mais les études ont montré que les rémissions pouvaient être plus longues quand on faisait 4 médicaments au lieu de 3. Merci.
Bon, j'en déduis que j'ai été malade trop tôt, parce que les neuropathies, ça fait 12 ans que je les ai. Donc, il y a plusieurs questions qui ont été posées, parce que donc, les traitements, ce que l'on ne dit pas là, c'est que les traitements sont, de base sont accompagnés de traitements prophylactiques à côté, et avec le Bactrim et le valacyclovir. Et il y avait plusieurs questions concernant le vaccin contre le zona. Alors, est-ce que le vaccin, moi je connais la réponse, mais est-ce que le vaccin permet de s'affranchir de prendre du valacyclovir? Tu veux répondre, Alexis? Je vais commencer sur les prophylaxies et je te laisse répondre sur le vaccin. Effectivement, dans les traitements, donc on insiste beaucoup là sur les traitements, moi, souvent j'appelle le traitement du myélome, mais il y a les traitements à côté qui sont aussi importants en fait. On a fait des gros progrès sur le traitement du myélome, mais les traitements à côté, les prophylaxies, ça sauve aussi des vies, puisque parfois il y a des patients qui font des infections très graves sans prophylaxie ou s'il y a eu d'autres soucis. Et donc il y a des prophylaxies pour éviter de faire des infections, donc les antibioprophylaxies, généralement on donne des petites doses d'antibiotiques. Encore une fois, ça a été démontré depuis de nombreuses années que donner des petites doses d'antibiotiques chez un patient qui a un myélome, qui a un risque de faire des infections, puisque comme cette maladie, elle touche le système immunitaire est plus fragilisé, encore plus avec les traitements. Donc, donner des petites doses d'antibiotiques, entre guillemets, c'est bon pour sa santé. Certes, on entend parler qu'il ne faut pas donner des antibiotiques pour tout le monde pour les risques de résistance, ça c'est vrai pour la population générale, mais pour les patients qui ont un myélome, l'antibioprophylaxie, ça sauve des vies, ça évite de faire des infections extrêmement graves, des pneumopathies à pneumocoque qui amènent les patients aux urgences en réanimation dans des formes assez sévères. Donc vraiment, c'est très important d'insister là-dessus, surtout au début. Et après, au cours du temps, dans certains cas, on peut négocier quand on est à longue période des traitements et que les anticorps, notamment ce qu'on a vu sur l'électrophorèse des protéines C, ont remonté. Mais en tout cas, très important dès le début. On sait que sous traitement du myélome, notamment avec les inhibiteurs du protéasome comme le Velcade, on peut faire des réactivations aux herpès virus, notamment l'herpès ou des formes de zona. Donc, on va en parler après. Donc, pour ça, on donne des petites doses d'antiviraux avec le valacyclovir, le Zelitrex. Et enfin, comme il y a des fortes doses de cortisone au début, ça, on sait que ça a une complication infectieuse fréquente au niveau du poumon qu'on appelle la pneumocystose, pour laquelle on donne une prophylaxie par du Bactrim. Donc, très souvent, on propose Clamoxyl, Bactrim, Zelitrex. Ça, c'est pour les infections, très important. Et après, au cours du temps, on peut voir lequel on pourrait éventuellement arrêter. Et l'autre chose, c'est que les imides, le Revlimid, thalidomide ou pomaïdomide, ça augmente le risque de faire des thromboses. En plus que le diagnostic de cette maladie, le myélome, ça augmente le risque de faire des thromboses. Parfois, il y a de l'anémie, les corticoïdes, des douleurs osseuses, donc on bouge moins bien. Donc, il faut fluidifier un petit peu le sang. Pendant de longues périodes, on a donné des anti-aérants plaquettaires comme le Plavix ou le Cardégique. Aujourd'hui, on donne plutôt des petites doses d'anticoagulants, généralement de l'Eliquis, en 2 fois par jour. Et donc ça évite de faire des caillots de sang, des thromboses, parfois jusqu'à même des embolies pulmonaires. Donc, ces prophylaxies, elles sont extrêmement importantes. Il y a aussi la prophylaxie pour les os. Il y a quelques patients qui parlaient. On propose des injections de bisphosphonates. Il y a plusieurs classes de bisphosphonates, des injections soit en intraveineux, soit en sous-cutané pour essayer de renforcer la densité des os, comme on le propose chez les patients qui ont l'ostéoporose. Donc, ce n'est pas les traitements à proprement parler du myélome, mais ça fait partie du traitement de la prise en charge globale pour que les traitements soient mieux supportés et que les résultats puissent être meilleurs. Et je laisse Dr Harel répondre à la vaccination contre le zona. Alors, je ne vais pas parler que de la vaccination contre le zona. Juste un truc, pour les prophylaxies antibiotiques, elles sont indispensables, mais elles n'évitent pas toutes les infections. Ça, c'est important. Donc, on vous demande aussi d'être un peu réactif. Alors, il ne faut pas prendre la température en systématique, mais si vous toussez, vous crachez, vous ne vous sentez pas bien, il faut avoir le réflexe de prendre la température rapide. Et on vous demande d'être réactif en cas de suspicion d'infection malgré ces antibiotiques. Et en général, tous les services donnent des antibiotiques à dégainer en cas de fièvre. Donc, vous avez les antibiotiques à prendre tous les jours, plus la boîte d'antibiotiques à avoir sous la main. Comme ça, vous pouvez les prendre si jamais il y a de la fièvre. On sait que parfois, il y a de la fièvre sur des infections virales. Donc, vous prenez les antibiotiques un peu par excès, mais ce n'est pas grave. Une infection bactérienne, ça peut être très vite grave.
Et puis en plus, les infections virales, elles peuvent se surinfecter avec des bactéries. Donc en prenant les antibiotiques, vous évitez ça. Donc ça, normalement, tout le monde a sa petite boîte d'antibiotiques. Pas juste l'ordonnance, parce que c'est toujours le dimanche à 18h qu'on a de la fièvre. Et c'est pas pratique d'aller chercher ses antibiotiques à la pharmacie. Donc il faut avoir la boîte d'antibiotiques en cas de fièvre et en période de épidémie dont on est en train de sortir. On est bien content parce que cet hiver, ça a été rude pour la grippe. Il faut aussi aller vous faire tester pour la grippe et le Covid, parce que chez les patients immunodéprimés, on peut donner des traitements antiviraux qu'on ne donne pas dans la population générale. Donc, il faut qu'on sache vite si vous avez la grippe ou le Covid pour vous proposer des traitements. Petite digression. Et sur les vaccins, alors, il n'y a pas que le vaccin il n'y a pas que le Shingrix, il n'y a pas que le vaccin contre le Zona. Donc, je vais vous rappeler qu'il est hyper important de vacciner contre la grippe. Donc, les patients qui ont un myélome, ils ont peut-être une réponse au vaccin qui est un peu moins bonne, mais c'est quand même important de vous faire vacciner tous les hivers contre la grippe. Et probablement, il y a plein d'études qui disent que probablement vous faire 2 doses de vaccin contre la grippe pour être bien protégé. Et aussi, ça c'est difficile toujours en consultation, il faut faire vacciner l'entourage. On a montré particulièrement dans la grippe, plus dans la grippe que dans le Covid, que vacciner l'entourage, ça protégeait les patients fragiles. Voilà, il faut aussi être à jour de sa vaccination Covid. Et dans les autres vaccins, il y a le vaccin du pneumocoque. Donc tout ça, c'est des vaccins importants et effectivement, depuis 1 an, donc on sait que les myélomes sont très à risque à faire des zonas et des herpès. Il y a un vaccin, avant, il y avait un vaccin déjà qui existait, mais qui était contre-indiqué chez les patients immunodéprimés parce qu'il pouvait déclencher des zonas chez les patients immunodéprimés, donc il était complètement contre-indiqué. Et là, il y a un vaccin qui vient de sortir où il y a des études dans le myélome, mais pour l'instant, il n'y a pas d'études qui permettrait de dire qu'il est assez efficace pour se passer du valacyclovir. Donc, pour l'instant, même si vous êtes vacciné Shingrix, je pense que c'est important de le faire parce que c'est ceinture et bretelles, mais pour l'instant, il n'y a aucune étude qui montre que c'est assez efficace pour passer du valacyclovir. Donc, il faut continuer le valacyclovir même quand on est vacciné. C'est vrai que nous, on a commencé à le proposer chez les patients qui étaient en rémission depuis longtemps, à qui on aurait de toute façon proposé d'arrêter le valacyclovir parce que l'immunité va mieux et tout, c'est des petites niches de patients, ça ne concerne pas beaucoup de monde. Voilà. Et donc, c'est un vaccin important qui peut diminuer le risque de faire des poussées de zona, mais du coup, pour l'instant, il n'y a pas assez de données pour dire qu'on peut arrêter le valacyclovir. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des timings pour faire les vaccins, et probablement que quand on est au début de la maladie, qu'on est noyé sous les corticoïdes, sous les injections très précoces, enfin très fréquentes d'anticorps, soit le daratumumab, soit l'isatuximab, les vaccins, c'est pas le moment de les faire. Il faut attendre de récupérer une période plus calme où il y a moins de médicaments immunosuppresseurs, comme ça vos vaccins seront plus efficaces. Et il y avait une question sur le calendrier vaccinal post-autogreffe. Donc en général, après la greffe, il y a 2 cures de consolidation et on attend 3 mois. Donc en gros, c'est 6 mois après la greffe où il faut refaire tous les vaccins. Voilà. Merci. Donc là, on a répondu à tout un tas de questions. On va passer au sujet suivant, qui est la rechute. Audrey. Alors la rechute, la définition, elle est, je dirais, directe. Soit c'est la rechute biologique, avec l'augmentation du fameux pic monoclonal ou encore les chaînes légères, ou encore ça peut être la rechute avec un événement tel qu'une fracture osseuse, un problème d'insuffisance rénale, une compression médulaire. Donc vous voyez, c'est à la fois un mixte clinique mais aussi biologique. Après chaque autogreffe, hélas, le pic monoclonal est tout de suite remonté. Et donc, ce qui fait que la rechute, on va dire qu'on l'a vu venir. Donc, c'est facile, je prenais mes chiffres, je les mettais dans un tableau Excel, on voyait vite la courbe, qui en fait était une courbe régulière et exponentielle. Et donc, plus le temps avançait, plus j'allais dans le mur. C'est difficile parce qu'il faut reporter un sac à dos. Et on sait qu'il est lourd, ce sac à dos. Donc, on sait que la période d'autogreffe, il va falloir aller à l'hôpital. Enfin, voilà, que ça ne va pas forcément être simple. Mais je dirais plutôt sereinement, finalement. Parce que déjà vécu. Alors j'ai appris la rechute en juin 2022 où après une séance d'étirement, de yoga très légère que je faisais à la maison, j'ai
J'ai ressenti une douleur que je connais bien au niveau des côtes, donc qui s'est avérée être une fracture des côtes. Une fois que j'en ai parlé à l'hématologue, elle a voulu faire un IRM. On a fait l'IRM, en même temps c'était la consultation de routine. Elle a fait les examens sanguins et là on a remarqué que mon pic augmentait doucement mais sûrement. En ce qui concerne la rechute, on a de très bonnes nouvelles parce qu'aujourd'hui, on a une offre, une panoplie de traitements impressionnante. On a différentes classes de médicaments et puis, bien évidemment, tout cela vous permet de faire des combinaisons. Alors, comme vous le savez, les traitements de première ligne, aujourd'hui, quel que soit le sujet jeune ou le sujet moins jeune, sujet âgé, associent souvent un anticorps anti-CD38, un IMID comme le lénalidomide, et par exemple un inhibiteur de protéasome, le bortezomib. Alors en traitement de rechute, de rattrapage, on a aujourd'hui bien établi des combinaisons à base d'anticorps CD38 plus carfilzomib, qui est un inhibiteur de protéasome deuxième génération, ou encore un anticorps anti-CD38 plus pomalidomide, qui peut rattraper le lénalidomide. Depuis août 2022, donc j'ai été diagnostiquée en août 2022. J'ai fait l'autogreffe en mars et là il a été choisi que je continue avec le daratumumab une fois par mois et le Revlimid 3 semaines sur 4. Assez longtemps puisque j'avais quand même au début du traitement de la rechute une petite résistance au traitement. Mais de plus en plus, on est en train d'avoir des malades qui deviennent exposés à toutes les classes, voire réfractaires, c'est résistant, la maladie devient résistante. Et là, on voit arriver les fameux anticorps bispécifiques, c'est une véritable immunothérapie. On voit arriver aussi les CAR-T-cells. Suite à la deuxième rechute, j'ai eu des CAR-T-cells au CHR de Lille. Et donc une ligne de traitement de chimio fin 2023, les CAR-T-cells fin janvier, début février 2024. Les options pour un malade donné sont énormes et ceci est intéressant parce que ça permet de plus en plus de personnaliser le traitement, de l'ajuster, de l'adapter aussi bien aux caractéristiques du malade qu'aux caractéristiques de la maladie. Il y avait des commentaires. Enfin, il y a une question déjà. Pouvez-vous préciser les symptômes de la rechute? Donc, on a plus ou moins dit ce qui est plus ou moins dit. Mais si vous voulez bien reprendre l'explication. Oui, on peut redire. Donc, la rechute, c'est comme au diagnostic, en fait. C'est la biologie. Donc, c'est soit l'augmentation du marqueur de la maladie. Donc, si c'était un patient qui avait une forme de myélome à chaîne légère, c'est l'augmentation importante des chaînes légères. Si c'était le pic, c'est l'augmentation du pic. Ou l'apparition un peu comme les signes Crabbe, l'apparition d'une anémie ou surtout souvent des lésions osseuses. Donc en consultation, c'est pas très difficile, hein, c'est assez simple de répondre à cette question rechute ou pas rechute. En gros, moi, souvent je dis si tout va bien, si le patient n'a pas de douleur, si la prise de sang est stable, le pic, soit il n'est pas là, soit il est en stabilité. Il n'y a pas d'arrière-pensée pour penser à la rechute. Par contre, si on voit régulièrement en consultation le composant monoclonal qui augmente, et c'est peut-être important de revenir là-dessus, l'augmentation du pic, pour nous, c'est généralement des doublements de quantité. C'est-à-dire que parfois, en fonction de la façon dont est quantifié le pic monoclonal, il peut y avoir des toutes petites variations de 1, 2, 3 grammes par litre qui ne sont pour nous pas significatives. Par contre, une augmentation de 10 à 20 ou de 20 à 40, là, effectivement, c'est une augmentation qui est significative. Et donc, s'il y a l'apparition de douleurs, des douleurs osseuses, souvent le patient, s'il les a eu au diagnostic, il peut être capable de les reconnaître. Il faudra pratiquer une imagerie, un scanner ou une IRM qui permettra d'affirmer ou pas cette rechute. Et pour la rechute, il y avait 3 points importants que je souhaitais rappeler. La première, c'est comme on l'a dit, malheureusement, on n'est pas capable de le guérir. Je suis désolé de le redire, mais c'est important parce que ça répond à la question précédente de pourquoi on ne propose pas de traitement aux formes au myélome indolent ou asymptomatique. Si on avait le moyen qui permettait de traiter, de guérir tous les myélomes, effectivement, on pourrait le proposer, mais on ne le peut pas. Et donc, c'est un peu une course contre la montre. Et si on ne traite pas une forme indolente aujourd'hui, comme vous le voyez dans cet exposé-là,
tous les ans, il y a des nouveaux traitements qui sont disponibles et parfois, c'est soit des nouvelles molécules disponibles dans des classes qu'on connaissait déjà ou l'apparition de nouvelles classes thérapeutiques qu'on va aborder aujourd'hui, que ce soit les anticorps bispécifiques ou les CAR T-cells. Et donc, il y a vraiment d'année en année des découvertes et des avancées majeures très importantes. L'autre point que je voulais rappeler, c'est que le choix des traitements, que ce soit en première ligne, sujet jeune ou moins jeune, ou en rechute, le choix du traitement, il est fait donc en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc tous les médecins du service sont présents autour de la table. Le médecin que vous avez vu ou le médecin référent présente le dossier, éventuellement avec d'autres médecins, que ce soit des radiologues, des biologistes, d'autres intervenants, parfois des néphrologues. Et l'objectif, c'est du côté médical, en fonction de la présentation du myélome, en fonction des traitements proposés avant et en fonction des caractéristiques du patient, les antécédents, les comorbidités, on essaye vraiment de choisir la meilleure option. Et donc en rechute, il y a aujourd'hui plein d'options différentes qui sont disponibles, mais vraiment, il y a cette volonté de proposer pour un patient donné ce qu'on pense être la meilleure option pour traiter le myélome sur le long cours. Et on a un arsenal thérapeutique à disposition et on va successivement, au cours des rechutes, proposer différents traitements qui vont apporter différentes durées de réponse au cours du temps. Soit lors de la rechute, soit on va recycler d'anciens médicaments qui avaient été efficaces, puis arrêter si la rémission a été de longue période, éventuellement implémentée par des nouvelles molécules. Par exemple, aujourd'hui, un patient qui n'aurait pas reçu d'anticorps anti-CD38 si le diagnostic a été fait il y a plusieurs années, en rechute, on pourrait être amené à le proposer. Et on fait comme ça au cours des rechutes successives. C'est important ce que dit Alexis. Donc, autant en première ligne, c'est quand même assez standardisé. Autant plus on va avancer en rechute, plus on va faire du traitement personnalisé. Et on va choisir, on a notre panel de... C'est bien, hein, c'est ça qui fait partie des progrès, c'est qu'on a plusieurs molécules à disposition. Et en fonction de comment le premier traitement a marché, combien de temps ça a duré, comment va le malade, quels sont ses autres problèmes de santé, et du coup, plus on va avancer dans les lignes, plus on va faire du traitement personnalisé. Et donc, autant à peu près tout le monde est traité de la même façon en première ligne. Globalement, il y a toujours des exceptions, évidemment. Autant plus on va avancer, plus... ça sera du traitement à la carte et en piochant dans les différentes options de traitement qu'on a à disposition. Mais c'est bien d'avoir plein de traitements à disposition, justement. Bien. Merci. Donc, on va peut-être passer tout de suite alors au nouveau traitement, nouvelles stratégies de traitement qui sont aussi bien pour la rechute déjà, mais qui peuvent éventuellement, on va le voir plus tard, peut-être être utilisés dans d'autres cadres. J'ai juste rajouté quelque chose, c'est juste sur la durée des traitements en rechute. Déjà, en première ligne, on vous dit qu'il faut traiter longtemps. En rechute, c'est encore plus valable. Donc, on va reparler de l'immunothérapie qui est un peu à part, mais on peut vous faire d'autres molécules, un inhibiteur, le cousin du Velcade qui s'appelle carfilzomib, le cousin du Revlimid qui s'appelle le pomalidomide, il y en a d'autres. Mais du coup, en rechute, c'est encore plus valable. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vraiment garder les traitements sur le long terme. Et là, clairement, on traite tant que vous êtes en rémission. Alors, on essaye d'adapter ces traitements pour qu'ils soient le plus faciles à vivre pour les patients, évidemment, en les allégeant le plus possible au fur et à mesure. Il y a toujours deux phases. Il y a la phase où on essaye de mettre la maladie en rémission. Donc là, on tient le rythme, on garde les perfusions, les comprimés, on essaye de ne pas baisser la dose, sauf effet secondaire, évidemment. Puis après, au bout de plusieurs mois, on arrive au moment où la rémission est atteinte. Et là, du coup, il faut garder une pression sur la maladie, il faut continuer les traitements, mais on essaye de les rendre acceptables, un peu moins fréquents, baisser un peu les doses pour que les effets secondaires soient gérables, en essayant de faire cette balance entre le fait qu'il faut continuer les traitements et le fait qu'il faut que vous ayez une qualité de vie, évidemment, la meilleure possible. Mais à part l'immunothérapie dont on va reparler, cette histoire de traiter longtemps et de chronicisation du myélome en rechute, elle est vraiment extrêmement importante. Et il faut tenir bon, il faut essayer de garder les traitements le plus longtemps possible. Pardon, je me suis permis une petite... Merci.
Alors, avec les nouveaux standards de traitement qui utilisent 4 molécules de 4 classes thérapeutiques différentes, on a atteint des niveaux de ce qu'on appelle survie sans progression, donc des évolutions qui sont très longues. Mais le myélome reste une maladie hétérogène et aujourd'hui, nos nouvelles stratégies considèrent d'adapter un petit peu plus le traitement à chaque patient, d'adapter au risque du patient, du myélome et de la réponse. Alors, on a tout d'abord des stratégies où on a des essais cliniques qui sont dédiés aux patients de haut risque cytogénétique. Autrefois, on utilisait des stratégies intensives, comme par exemple la double greffe, et aujourd'hui, on commence à faire des carticelles ou des anticorps bispécifiques, vous savez, ces nouvelles immunothérapies, pour améliorer la réponse de ces patients. Mon myélome a été identifié en 2011, et après plusieurs lignes de traitement et rechutes successives, dont 2 autogreffes, 2 carticelles, je suis actuellement dans un essai clinique qui évalue l'elranatabab en phase 2, efficacité et sécurité. Et aujourd'hui, après 30 mois, je suis en rémission. Chez les sujets plus âgés, la stratégie d'adaptation du traitement, elle ne va pas se faire uniquement sur le risque du myélome, mais aussi sur l'état de fragilité du patient. Et on sépare chez les sujets âgés des patients dits en bonne forme, fit, et puis des patients plus fragiles. Et les objectifs de traitement ne sont pas les mêmes. Alors concernant les carticelles et les anticorps bispécifiques, jusqu'à présent, on y a accès pour des patients en rechute très avancée. Mais de plus en plus, les nouvelles stratégies, dans des essais cliniques ou dans des situations particulières, permettent de les utiliser plus tôt, en première rechute par exemple, voire dans certains essais cliniques, dès la première ligne de traitement. Alors j'ai été élue, entre guillemets, non éligible, on dit pardon, pour les carticelles parce que j'ai eu une autogreffe en juin 2020 qui n'a pas fonctionné. Et donc en janvier 2022, on m'a fait cette fameuse infusion. J'ai été hospitalisée pendant 3 semaines. C'était beaucoup plus léger que l'autogreffe. Et donc cette infusion, c'est comme une perfusion. On a ça arrive dans une petite poche transparente qu'on accroche à la potence et puis ça passe dans le PICC line, voilà, comme tous les autres traitements, quoi. Et on attend que ça passe tout doucement. Et... Donc j'ai une vie vraiment normale. Alors, on n'a pas d'essai de l'IFM aujourd'hui ouvert avec ces nouvelles molécules, mais on va commencer probablement en 2025 un essai de phase 3 randomisé, donc qui va comparer notre stratégie standard chez les patients jeunes, c'est-à-dire l'autogreffe, à ces nouveaux traitements, les anticorps bispécifiques. Et donc, jusqu'aujourd'hui, on pense qu'il faut faire des autogreffes pour tout le monde, mais avec cet essai, on va comparer si, avec des anticorps bispécifiques pendant 18 mois, on peut se passer de l'autogreffe. Je vais peut-être faire une remarque. Je pense qu'on va expliquer exactement ce que c'est que l'immunothérapie, mais là, on parle de première ligne et d'immunothérapie. Je vais juste rappeler un truc. Donc, quand il y a une nouvelle stratégie thérapeutique, elle est évidemment d'abord ouverte aux patients en rechute. Donc, les essais cliniques, ils sont d'abord faits chez les patients qui ont déjà eu plusieurs lignes de rechute, et qui sont en rechute. Et donc, on va tester les nouvelles stratégies chez les patients qui ont déjà reçu toutes les stratégies conventionnelles. Ils vont rentrer dans des essais cliniques. Et puis après, quand on a la chance que ça fonctionne, et dans le myélome, on a beaucoup de stratégies chez qui on a montré que ça fonctionnait, et du coup, à la fois, il va se passer 2 choses. C'est que cette molécule, elle va être ouverte aux patients en rechute, mais hors essai, puisqu'on va pouvoir l'élargir, puisque si ça a montré que c'était efficace et qu'il n'y avait pas trop d'effets secondaires, du coup, on va pouvoir la proposer à d'autres patients en rechute. Et l'autre chose, évidemment, c'est qu'après, on va faire remonter les lignes, on va tester ces nouvelles molécules en première rechute, par exemple, et puis après, on va tester ces nouvelles molécules ou ces nouvelles stratégies, car on va reparler de l'immunothérapie en première ligne. Et donc là, on va vous parler d'immunothérapie. Là, actuellement, en 2025, ces immunothérapies, elles sont ouvertes aux patients en rechute. Et là, on vous parle, et donc il y a des essais cliniques pour voir si en première ligne, on peut les utiliser aussi. Mais les essais cliniques, ils sont en cours, et donc on n'aura pas les résultats avant plusieurs années. Et donc, hors essais cliniques, là, les molécules dont on va vous parler, super, merci. Donc, en général, on fait des phases très précoces, là, les phases 1. Les phases 1, c'est vraiment, on utilise la molécule pour la première fois chez des patients. Donc, il y a un tout petit nombre de patients qui ont une maladie, qui a déjà tout reçu, pour lesquels on n'a pas beaucoup d'autres options. Donc, on prend le risque de tester des nouvelles molécules. Puis après, il y a la phase 2, où là, on a eu un signal, c'est bon, c'est bien toléré. L'essentiel de la phase 1, c'est de voir que le médicament, il n'a pas de toxicité et qu'il est bien toléré. S'il est efficace chez les 20 personnes, tant mieux, mais ça ne suffit pas pour prouver
une efficacité. Donc après, on passe à la phase 2. Donc, on a une plus grosse cohorte de patients. On va tester cette molécule. Et puis après, la phase 3, c'est là où on va prendre 2 groupes de malades dans le même essai. Et il y a la moitié des patients qui auront le traitement standard et l'autre moitié des patients qui auront le traitement standard et auquel on ajoutera ou alors on remplacera la nouvelle molécule. Et donc, toute cette immunothérapie dont on va vous parler, actuellement en 2025, encore une fois, c'est pour les patients en rechute. Et on est en train de la tester en première ligne. On en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'on peut se passer de cette autogreffe qui est vraiment pénible pour les patients, etc. Mais ça, en première ligne, on n'aura pas accès en dehors des essais cliniques avant plusieurs années. Donc là, on se concentre sur la rechute. Peut-être, Alexis, tu peux réexpliquer l'immunothérapie? Oui, mais c'est vrai que c'est très important. Donc, le docteur Harel et moi, on a connu ce qui s'est passé avec le daratumumab, où on a utilisé le daratumumab en énième rechute, en 5e, 6e rechute tout seul, puis après, on l'a combiné à d'autres médicaments, puis après, on l'a mis en première ligne. Donc, voilà, c'est vraiment comme ça qu'est développé les traitements dans toutes les maladies. Et donc, ce qui est intéressant dans l'immunothérapie moderne, donc les traitements qui ont été cités, les anticorps bispécifiques et les CAR-T-cells, premièrement, c'est nouveau et on se sert du système immunitaire du patient pour traiter. Et l'autre nouveauté, c'est qu'on cible un récepteur à la surface des plasmocytes qui s'appelle BCMA. Ça veut dire que BCMA, c'est un petit nom qui veut dire que c'est exprimé quasi exclusivement sur les plasmocytes. Ça tombe bien, c'est ceux qu'on veut cibler. On a tout dit tout à l'heure, il y avait des anticorps monoclonaux comme le daratumumab ou l'isatuximab. Eux, ils ciblent un autre récepteur qui s'appelle CD38. Et là, l'avantage de ces nouvelles classes thérapeutiques, elles ciblent BCMA. Et on a été capable ces dernières années et dans les futures années de développer d'autres cibles à la surface du plasmocyte. On a été capable de mieux étudier le plasmocyte, savoir ce qu'il exprimait à sa surface pour développer des médicaments qui vont cibler ces cibles. Donc c'est en ça que c'est intéressant, puisqu'on va cibler spécifiquement les cellules malades en essayant d'épargner les cellules saines du patient pour éviter des effets secondaires. Donc c'est ça pour moi les 2 points importants. Et donc, pour les anticorps bispécifiques, c'est un bout d'anticorps qui a été synthétisé, vous voyez, où son objectif, c'est de rapprocher les cellules du système immunitaire que sont les lymphocytes T. C'est une sous-population des globules blancs qu'on a tous, notamment les patients également, et les rapprocher de la cellule tumorale. En fait, quand ces 2 cellules sont dans le corps, mais à des distances trop importantes, il ne va pas y avoir d'interaction et le lymphocyte T ne va pas être capable d'avoir son rôle qui est cytotoxique, donc de détruire la cellule. Et cet anticorps bispécifique, comme il a 2 bras, un bras qui va reconnaître et accrocher le lymphocyte T et un autre bras qui va reconnaître et attacher le plasmocyte par ce récepteur que j'ai appelé tout à l'heure le BCMA. Et donc, en fait, la cellule du système immunitaire et la cellule tumorale, elles se retrouvent en contact et ce contact va faire que le lymphocyte T va être capable, par une réaction immunitaire, de détruire le plasmocyte. Donc ça, c'est testé, c'est très efficace. Il y a un patient qui a cité tout à l'heure l'elranatamab. Il y a un autre médicament disponible, exactement la même fonction, qui s'appelle le teclistamab. Et c'est des médicaments efficaces, mais qui ont des effets secondaires spécifiques. Il y avait une question tout à l'heure dans le chat. C'est qu'en fait, lors des premières perfusions, souvent c'est fait à l'hôpital pendant une petite semaine où on augmente la dose du médicament parce que souvent, ça entraîne des réactions inflammatoires du système immunitaire, notamment de la fièvre, parfois des difficultés, des problèmes de tension ou de respiration qui sont très rares. Mais souvent, cette première injection, les premières semaines, elle se fait à l'hôpital et après, on répète ces injections toutes les semaines, voire toutes les 15 jours, voire tous les mois dans certaines conditions. Et encore une fois, là, le choix du rythme des anticorps bispécifiques, il est décidé par le médecin qui prend en charge le patient en fonction de la façon dont a été toléré le médicament et en fonction des réponses qui ont été obtenues. L'autre effet, c'est comme on cible spécifiquement le plasmocyte, les patients vont se retrouver sans aucun plasmocyte et donc sans aucun anticorps. Donc c'est bien pour le côté de myélome parce que ça détruit les mauvais anticorps, les mauvais plasmocytes, mais il y a aussi l'effet sur les bons anticorps et donc il y a une baisse très importante des anticorps et ça, on sait que c'est la source d'infection importante, notamment bactérienne très sévère. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, systématiquement, quand on propose un anticorps bispécifique contre le BCMA, on apporte des bons anticorps, des immunoglobulines polyclonales de manière répétée, puisque la durée de vie de ces anticorps est limitée à 3 à 4 semaines. Donc,
on fait ce traitement bispécifique, mais on apporte des bons anticorps pour éviter les infections, et ça, c'est extrêmement important d'associer les deux. Donc, la première chose. L'autre chose, c'est les CAR-T-cells. Donc, beaucoup de patients ont entendu parler, et un certain nombre de patients en France et dans le monde les ont reçus aujourd'hui. On utilise la même cellule que dans les bispécifiques, les lymphocytés, mais là, on va aller recueillir les lymphocytés directement dans le sang du patient. Les CAR-T-cells aujourd'hui en France et dans le monde, ils sont proposés à un certain type de patients, un peu comme l'autogreffe. On pense qu'ils vont pouvoir supporter toute cette stratégie qui est un peu lourde. Vous voyez sur le schéma ici qui fait une sorte de roue. Il faut être en bon état général. Il ne faut pas avoir trop de comorbidité sur les différentes fonctions, un peu comme l'autogreffe, le cœur, le rein et le système neurologique. Et il faut que la maladie soit en rechute. On ne peut pas proposer les CAR-T-cells si la maladie n'est pas en rechute. Et généralement, on proposait en 3e rechute. Donc, ce n'est pas dès la première rechute, même si l'histoire va faire qu'on va essayer de remonter au cours des lignes. Et donc, on récupère dans le sang, donc les lymphocytes, c'est des cellules qui sont systématiquement dans le sang des patients, donc il n'y a pas besoin de les mobiliser, elles sont directement dans le sang, un peu. C'est le même système que de l'aphérèse, comme le recueil des cellules souches pour l'autogreffe. Ces cellules, on va les mettre dans une poche, éventuellement les congeler, les envoyer dans un laboratoire dédié, ou avec des méthodes génétiques en insérant des virus au sein de la cellule, on va lui faire exprimer un récepteur qu'on appelle chimérique, un récepteur que le lymphocyte n'exprime pas. Et ce récepteur, c'est le même que sur celui du bispécifique, qui va reconnaître le BCMA sur la cellule, sur le plasmocyte malade. Une fois qu'on a vérifié que notre lymphocyte avait bien ce récepteur chimérique, on envoie les cellules au centre où le patient est suivi, encore une fois au congélateur, et on le maintient à cette température. Et on va reconvoquer le patient pour lui faire une chimiothérapie. Donc, même quand il y a du CAR-T-cell, il y a de la chimiothérapie. C'est important de le repréciser. La chimiothérapie, son objectif, ça va être de faire détruire les lymphocytes résiduels du patient pour que ces nouvelles lymphocytes modifiées puissent prendre leur place. Et donc, une fois qu'on a fait cette chimiothérapie de 3 jours lors de l'hospitalisation, on va réinjecter, comme la patiente le disait, sur des petites poches transparentes, ces CAR-T, ces lymphocytes modifiés qui ont été décongelés, on les réinjecte au patient. Et encore une fois, cette stratégie-là, il y a des effets secondaires très spécifiques, un emballement du système immunitaire qui peut donner, encore une fois, de la fièvre, des problèmes de tension, de respiration, qui sont assez fréquents et peu graves, ou s'ils sont graves, aujourd'hui, on sait les gérer avec des médicaments ou avec une prise en charge dans les soins intensifs. Et ça peut aussi donner des problèmes neurologiques, parfois un peu de confusion, des difficultés à écrire ou à se concentrer. Et encore une fois, aujourd'hui, on a des stratégies pour traiter ces problèmes neurologiques. Donc voilà à peu près les deux gros principes. On va cibler le même récepteur sur les plasmocytes et 2 moyens différents de les cibler. Toutes ces molécules-là, elles ont eu des taux de réponse et des durées de rémission chez des patients lourdement pré-traités absolument exceptionnels. Donc, c'est quand même une chance. Enfin, voilà, c'est vraiment une révolution. Alors, je réponds à une question. C'est vrai que c'est la première fois qu'on la pose, mais elle est d'actualité. Alors, vous inquiétez pas, l'administration de Trump, c'est pas elle qui fabrique les CAR-T-cells, hein, c'est des industriels qui ont mis la main dessus. Donc, la diminution des fonds alloués à la recherche publique américaine, vous inquiétez pas, les industriels qui fabriquent les CAR-T-cells, si ça leur apporte de l'argent, ils continueront à en fabriquer. Donc, ça n'a pas de souci de ce côté-là. Juste, à la question après, ce qu'on nous pose souvent, c'est comment on choisit entre Bispé et CAR-T. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas, voilà, il y a, en gros, les taux de rémission, les durées de rémission, ils sont à peu près équivalents. Mais c'est vrai qu'il y a un côté important dans les CAR-T-cells, c'est que le début est compliqué, la mise en route des CAR-T-cells, il faut faire le recueil, il faut attendre que les cellules reviennent. Si le myélome il est en rechute, il faut faire des traitements pour essayer de calmer la rechute jusqu'à ce que les CAR-T-cells reviennent. Mais la durée jusqu'à ce que les CAR-T-cells reviennent, elle est quand même plus courte qu'il y a 1, 2, 3 ans. Mais une fois que c'est fait, si ça a marché et que vous êtes en rémission, eh ben c'est fait. Et il n'y a plus l'hôpital de jour. Alors, il y a des consultations, hein, on ne vous lâche pas comme ça, on continue à vous suivre, mais il n'y a plus de traitement une fois que les CAR-T-cells sont faits et s'ils ont marché,
évidemment, derrière, il y a quand même une qualité de vie. Il n'y a plus que les antibioprophylaxies dont on vous a déjà parlé à prendre tous les jours, parce que ça diminue les effets immunitaires. Et donc, c'est un élément de choix, mais qui n'est pas forcément, il y a des patients qui ne veulent pas en entendre parler. Et je reviens sur ce qu'a dit Alexis, c'est important, tout le monde ne peut pas bénéficier des carticelles. Effectivement, on fait un bilan, mais comme l'a dit la patiente dans les petites vidéos, la toxicité des carticelles est plutôt moindre que la toxicité de l'autogreffe. Donc, la tranche d'âge à qui on propose des carticelles, elle est plus importante. On va jusqu'à 75-80 ans. Et effectivement, il y a un patient, il faut les deux grandes choses, c'est qu'il faut quand même avoir des globules assez élevés, en particulier des plaquettes. On ne peut pas faire des carticelles si les plaquettes sont vraiment très basses. Et il faut que le rein, effectivement, il y ait un niveau, il faut que le rein fonctionne un petit peu, parce que sinon les chimiothérapies qu'on fait avant les carticelles sont trop toxiques. Et donc on me pose la question d'une insuffisance rénale, mais si elle est modérée, normalement on peut faire les carticelles. C'est en cas d'insuffisance rénale sévère qu'on ne peut pas faire les carticelles. Mais donc il y a cette hospitalisation avec cette toxicité qui est un peu moins facile à prévoir que pour l'autogreffe. L'autogreffe, on peut quasiment vous dire au jour près ce qui va se passer. Pour les cartis, c'est plus imprévisible. Dans l'immense majorité des cas, ça se passe très bien et beaucoup mieux que l'autogreffe. Et l'effet secondaire principal, c'est de s'ennuyer à l'hôpital. Tout ce que je vous souhaite. Mais parfois, il y a des patients, et on n'arrive pas à les prévoir, qui vont faire des effets secondaires plus importants. Cette réaction de fièvre, elle va être plus importante et va durer plus longtemps que prévu. Mais voilà, on est là et normalement, tous les centres maintenant qui proposent des carticelles ont l'habitude de gérer ces effets secondaires. Alors, on va regarder un peu dans le chat. Alors, juste une précision que j'ai eue hier lors de la réunion du comité scientifique de la F3M. Les cartis, c'est environ entre 500 et 600 personnes traitées par an, alors que les bispécifiques, eux, sont disponibles, je ne vais pas dire sur étagère, mais presque. Donc, c'est le nombre de personnes pouvant être traitées est beaucoup plus important avec les bispécifiques. Tout à fait, mais c'est vrai que ça, c'est tout à fait vrai. Heureusement, l'accès aux carticelles s'améliore. C'est-à-dire qu'au tout début, l'industriel, il ne pouvait pas fournir. Alors, on a un seul carticelle disponible en France. On va en reparler. Il y en a d'autres qui sont en cours de développement, mais on en a un seul disponible en France. Et au début, les industriels, vraiment, il n'y avait que 10 centres ouverts. On avait le droit de faire qu'un quartier par mois. Bon, ça, c'était vraiment il y a 3 ans. Puis, au fur et à mesure, ça s'est élargi. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup plus de centres. Je crois qu'Alexis, il y en a 25 en France, des centres qui font des carticelles. On a plus de place. On peut commander les carticelles plus vite. Donc, en fait, ce chiffre de carticelles, il est en augmentation parce que ça s'est fait très progressivement sur les 3-4 dernières années. Le nombre de patients traités par carticelles, il a augmenté progressivement et l'accès aux carticelles s'améliore beaucoup. Voilà, donc maintenant, je crois que c'est 25 centres qui ont accès aux carticelles. Et après, il y a des centres qui n'ont pas accès, qui peuvent adresser les malades à des centres qui ont accès aux carticelles. Nous, on fait des carticelles pour d'autres centres et on n'est pas les seuls. Voilà, donc l'accès s'améliore quand même. Il a été très compliqué au début et maintenant, il s'améliore. Mais juste de ce qu'on nous disait hier, c'est bon, je crois qu'on est même à 30 centres aujourd'hui en France. 30, ouais. Ouais, une trentaine, et à peu près il y a au moins 40 malades par mois qui... On en est à plus de 1000 malades en France qui ont reçu un carti maintenant. Tout à fait, ouais. C'est quand même très... Et c'est vrai que par rapport aux batailles du début, comme vous disiez Stéphanie, ça n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, c'était compliqué le début parce qu'on était presque obligé de... Enfin, voilà. Mais là, ça n'a rien à voir, effectivement. Ouais, donc, il faut bien comprendre que ces deux classes de médicaments, carti ou bispécifiques, c'est des révolutions, c'est vraiment des ruptures technologiques nouvelles. Il y a peu de maladies qu'on peut traiter comme ça. C'est surtout en hématologie, le lymphome, certaines leucémies et le myélome. Mais c'est vraiment un concept nouveau et on espère que ce concept-là, on va être capable de l'améliorer au cours du temps, de développer des futures générations, soit de carti, soit de bispécifiques, ou de combiner avec des autres molécules, les bispécifiques et les carti, pour améliorer les résultats. Certes, les résultats sont bons, mais ces médicaments-là, encore aujourd'hui, ne permettent pas la guérison de cette maladie. Ouais, je pense que c'est important de le rappeler. C'est une révolution, mais parfois, on a des patients qui arrivent en consultation carticelle en disant « je vais être guéri ». Alors, c'est une révolution, mais malheureusement, on le redit, on est désolé. Donc, quand ça marche, les patients sont en rémission.
Et après, combien de temps va durer cette rémission? C'est toujours compliqué de donner des chiffres parce que les statistiques à l'échelle individuelle, voilà. Il y a des patients chez qui ça ne marche pas, les carticelles. C'est rare, mais voilà, ça arrive. Donc, ça ne marche pas du tout. Et 1, 2, 3 mois après les cartis, le myélome reflambe. Et à contrario, on a des patients qui sont en rémission 1, 2, 3, 4 ans. Et je cite toujours l'exemple de notre première patiente qu'on a fait à Saint-Louis, la toute première qui était dans un essai thérapeutique, qui était une jeune femme qui a été en rémission pendant 1 an. Et en fait, le jour où elle a rechuté, elle nous a quand même remercié parce que c'était une année sans traitement, sans hôpital de jour. Donc voilà, donc c'est une ligne de traitement parmi les autres. Ça ne guérit pas, mais ça peut vous mettre en rémission très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a le côté un peu... c'est cette durée pendant laquelle il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'hôpital de jour et on est tranquille, quoi. Bien, je vous remercie. Donc, on arrive à la fin de notre rencontre numérique du myélome. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez vous inscrire à Myélonet, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur le site internet de la F3M et de vous inscrire. C'est absolument libre et vous trouverez vous trouverez des réponses aussi à certaines questions qu'on n'a pas pu traiter là. Et puis, alors, je remercie nos 2 intervenants, le docteur Harel et le docteur Talbot. Et puis, avant de se quitter, encore un petit mot, mais qui est important. C'est pour nous, association, c'est que sans votre soutien, on ne peut rien faire. Donc, sur le site de la F3M, vous pouvez aussi adhérer et donner. Donc, les dons et les cotisations bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 66% de votre versement. Voilà. Donc, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur le site et vous avez un onglet ici. Adhérer, donner, voilà. Je voudrais dire juste un petit mot. Si on n'a pas pu répondre à toutes les questions, on a essayé de répondre à des questions à l'oral ou par chat. Vraiment, même si vous êtes suivi depuis longtemps ou si le diagnostic vient d'être fait, n'hésitez pas, cette question auquel on n'a pas répondu, de l'écrire sur un bout de papier et posez-la lors de votre prochaine consultation ou hospitalisation. Restez pas avec des questions non répondues qui vous tracassent ou vous voulez avoir des réponses. Il n'y a pas de questions bêtes, il faut revenir. C'est important pour nous que vous soyez le plus autonome possible, le plus de connaissances possible. Et la F3M, Myélonet, enfin, toutes les informations faites par la F3M en lien avec les médecins de l'IFM, il y a beaucoup de ressources aujourd'hui, mais c'est très important que vous puissiez avoir les réponses à vos questions et que vous ne restiez pas tout seul sans ces réponses-là. Désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes ces questions. Il y avait des questions trop personnelles. Sans le dossier médical, ce n'est pas possible d'y répondre et ce n'est pas la place. Mais merci d'avoir posé ces questions. Merci de cette précision. Donc, on vous propose de se retrouver samedi prochain pour une seconde rencontre numérique du myélome avec d'autres intervenants, parce que d'autres sujets consacrés plus à la qualité de vie avec le myélome et donc à l'impact du myélome sur la vie affective, relationnelle et sociale. Voilà. Et puis, notez déjà dans votre calendrier la prochaine journée nationale du myélome qui aura lieu le 15 novembre 2025. Et dans 27 ou 28 villes, je crois. Hein, je sais 28, une de plus que l'année dernière. Ouais. Voilà. Donc, pardon. Oui, et n'oubliez pas le formulaire de satisfaction. Donc, pour ceux qui sont inscrits et qui sont en direct, ça ne marchera pas. Pour ceux qui sont en replay, vous allez avoir un mail avec un formulaire Google Forms que nous vous invitons à remplir. C'est rempli très, très facilement en 2 minutes, mais nous, ça nous permet d'avoir un retour, en tout cas, sur votre ressenti de l'événement. Donc, n'hésitez pas à prendre 2 minutes de votre temps pour nous renseigner. Voilà. Encore merci à nos 2 intervenants. Merci à vous. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Et à bientôt. Et passez tous un très bon week-end. Et encore merci à la F3M d'organiser ces rencontres. Super. Merci à vous, Stéphanie et Exi. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end.
Merci Laurent d'avoir fait l'effort de venir. Avec plaisir quand même, c'est la moindre des choses, François. À bientôt. À bientôt.